Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Médiathèque protestante du Schlift pour notre 4e conférence du cycle Albert Schweitzer 2025, que nous avons mis en place pour commémorer les 150 ans de la naissance du prix Nobel alsacien. Et nous sommes donc très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Paul Sorgue, un des très grands spécialistes français de Schweitzer, que je remercie d'avoir accepté la proposition du thème de cette rencontre, qui tient donc en 2 mots, Traduire Schweitzer. Jean-Paul Sorgue est originaire de Mulhouse et il a suivi au départ une formation en philosophie. De 2008 à 2011, il a présidé l'Association française des amis d'Albert Schweitzer, la FAS, fondée à Paris en 1957. De 1990 à 2003, il a assuré l'édition de la revue Études schweitzeriennes et entre 2003 et 2020, il a dirigé le cahier Albert Schweitzer. Si Jean-Paul Sorgue est lui-même auteur de poèmes, d'essais, d'articles critiques et d'études, notamment dans les nouveaux cahiers allemands et la revue des Deux Mondes, il est également, depuis de nombreuses années, éditeur et traducteur, et plus principalement, mais pas seulement, éditeur et traducteur d'Albert Schweitzer. Des textes du prix Nobel de la paix, il a notamment traduit les 6 discours sur Goethe, les jugements psychiatriques sur Jésus, L'esprit qui est le royaume, Agir, les 3 volumes de la correspondance croisée Albert Schweitzer-Hélène Maslow, accompagné d'un riche apparat critique, et enfin, tout dernièrement, ses propos sur le Nouveau Testament qui viennent de paraître aux éditions Olivetti. Il a également traduit 2 monographies sur Schweitzer, et il a enfin publié plusieurs textes, recueils de textes, dont une anthologie commentée sous le titre Humanisme et mystique chez Albert Michel, et une série de textes sur la foi sous le titre Il ne suffit pas de croire aux éditions Ampélos. Il a aussi préfacé 2 rééditions, dont les titres m'échappent présentement, Ma vie et ma pensée et Souvenir de mon enfance. Vous pourrez retrouver ceux des titres qui ne sont pas encore épuisés sur le stand de la librairie de Berlin, et on remercie ce soir Pierre Marchand qui fait office de libraire pour la soirée, puisque Anne ne peut pas être présente avec nous. Et je remercie encore la librairie pour le travail préparatoire à cette conférence. Et encore merci à Jean-Paul Sorgue d'avoir accepté notre invitation, et bonne conférence à toutes et tous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quand je parle de cette façon-là, est-ce que vous m'entendez bien? Un peu le lever. Voilà, merci d'être là donc, pour cette conférence Traduire Schweitzer. Je n'ai pas choisi ce titre et ce sujet. Il a été proposé et voilà, j'ai trouvé qu'il correspondait tout à fait à ma situation et à ce que je peux dire, et puis, ma foi, des années, effectivement, d'activité de traducteur. Peut-être depuis la fin des années 70, vous voyez, ça fait presque 50 ans. Et, bon, en préambule, je vais vous raconter, au fond, les circonstances de ma première traduction. C'était donc fin des années 70 et c'est Ali Silver à la maison Schweitzer de Wurzbach qui m'a demandé de traduire un texte qui est apparu dans un journal suédois en 1951. Le titre en allemand c'est Was der Menschheit zurzeit am meisten Not tut. Was der Menschheit zurzeit am meisten Not tut. Au fond, c'est, je crois bien, le premier texte que Schweitzer a écrit sur ce sujet et dans ce combat pour la paix et contre la course aux armements
et surtout la course aux armements atomiques. Je pense que c'était son dernier combat ou le combat de ces dernières années, depuis justement cette année 1952, mettons, date à laquelle cet article, ce texte qu'il a écrit, a paru dans un journal suédois. Donc c'est avant le prix Nobel. Le prix Nobel lui a été, pour la paix, lui a été décerné en 1953, mais rétroactivement pour l'année 1952. Et il a prononcé son discours de réception du prix en 1954, parce que bon, il n'était pas généralement en Europe, voilà, il fallait organiser des voyages à partir de Lambaréné, de son hôpital de Lambaréné. Alors, je dis que Ali Silver m'a demandé de traduire ce texte. Et c'était pour moi quelque chose de nouveau, dont je n'avais jamais traduit, sinon à l'université, à titre d'exercice ou d'épreuve, des textes. Ali Silver, infirmière à Lambaréné de 1947 à 1967. Et au fond, la plus fidèle, la plus proche, on peut dire, vers la fin de la vie de Schweitzer, la collaboratrice, infirmière, et puis à l'origine, et puis surtout secrétaire de Schweitzer. Et elle s'est si bien identifiée à l'œuvre de Schweitzer et à l'œuvre aussi intellectuelle comme secrétaire qu'après la mort de Schweitzer en 1965, elle est encore restée 2 ans à l'hôpital de Lambaréné pour mettre de l'ordre dans les archives. Et ensuite, elle est venue à Kunzbach. Et elle s'est installée à Kunzbach pendant 20 ans pour diriger un peu ce qui n'était pas encore vraiment un musée, mais enfin pour monter, pour organiser des visites à la maison Schweitzer et pour mettre de l'ordre dans les archives. Donc c'était elle un peu la personne pivot pour dans ces années-là. Et elle m'a demandé un jour, je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, de traduire, de bien vouloir traduire ce texte. Ce texte qui avait donc paru dans un journal suédois, Morgen Tageblatt. Et comme je le disais, on peut le considérer comme au fond le premier texte de sa militance, de son combat pour la paix, mais concrètement contre les armements. Et puis ça sera contre la course aux armements atomiques. J'ai traduit ce texte donc, sous le titre, vous vous rappelez, Was der Menschheit zurzeit am meisten Not tut. C'est de l'allemand qui bon, n'est pas immédiat pour traduire une telle phrase. Je traduis librement le besoin le plus urgent, double point, le besoin de paix. Bon, c'est assez général. Et donc je n'avais pas traduit aujourd'hui, zur Zeit, de nos jours, et c'est important. Et j'ai écrit le plus urgent. Et ça, vous savez, à l'époque, fin des années 70, on parlait, on avait inventé la morale de l'extrême urgence. Des philosophes comme André Glucksmann, pas Raphaël, mais son père, et d'autres
qui en avaient assez des clivages idéologiques et qui voyaient ce qu'il fallait faire sur le champ, immédiatement, quand il y avait une détresse ou des périls, et ils ont appelé ça une morale d'urgence ou d'extrême urgence. Alors, mine de rien, j'ai traduit ce concept qui, à l'époque, parlait immédiatement. J'ai introduit ce concept d'urgence dans le titre. Matthew Arnold, que vous connaissez pour sa biographie, a traduit ce texte récemment, sans se référer à ma première traduction, sans la connaître, et il a traduit, je dirais plus fidèlement, ce dont l'humanité a le plus besoin aujourd'hui, la paix. Voilà, on comprend peut-être, voilà, ce dont l'humanité a le plus besoin aujourd'hui. Je vous lis un extrait de cet article, de ce texte. Les conditions qui sont imposées à notre époque ne nous permettent plus de placer notre espoir dans l'évolution naturelle des choses. Elles nous obligent à nous représenter un état du monde qui, produit par l'esprit de paix, corresponde à l'idée chrétienne du royaume de Dieu. Par le christianisme, l'idée d'un règne de la paix est répandue dans le monde entier depuis des siècles. Mais cette idée reste comme lettre morte, utopie. En quoi l'on se trompe, cette idée demande à être réalisée et elle doit être réalisée. Les temps dans lesquels nous vivons nous imposent de reconnaître cette exigence si nous voulons empêcher l'humanité de sombrer dans l'abîme. Il n'y a plus pour nous d'autre recours que d'espérer en l'esprit, en cet esprit qui est autre que l'esprit du monde. Il y a là en quelques lignes toute la conception philosophique, théologique de Schweitzer. Et quand ce texte nous parle aujourd'hui, je l'ai relu là, à cette occasion, il nous parle. Les conditions qui sont imposées à notre époque ne nous permettent plus de placer notre espoir dans l'évolution naturelle des choses. Elles nous obligent à nous représenter un état du monde qui, produit par l'esprit de paix, correspond à... Alors, on peut vraiment discuter, trouver d'autres formulations, correspondent à l'idée chrétienne du royaume des cieux. Et on la considère, cette idée, comme appartenant au pur domaine de la religion, et dans le réel, elle serait inapplicable. En quoi l'on se trompe, cette idée demande à être réalisée, et elle doit être réalisée. Elle doit être réalisée. 20 ans plus tard, pas tout à fait, en 1958, disons que cela fait écho pour nous, à ces discours sur Radio Oslo, en avril 1958, paix ou guerre atomique. Enfin, le dilemme, paix ou guerre atomique. Je crois que là, aujourd'hui aussi, paix ou Troisième Guerre mondiale, ou guerre atomique. Donc, comme toujours, les considérations de Schweitzer et ces analyses ont une acuité à laquelle on est encore sensible, qui nous interpelle encore des décennies
après qu'il les a prononcées. Donc c'est par ce texte, au fond, que je suis entré, au fond, dans l'univers intellectuel, philosophique, théologique et autres de Schweitzer. Donc ceci comme un préambule ou, si vous voulez, un prologue. Maintenant, je peux développer trois parties. Une partie assez courte, au fond des banalités, des généralités sur la traduction et l'effet des traductions dans la culture, dans la civilisation. Ensuite, dans une deuxième partie plus longue, je raconterai l'histoire de mouvementé, souvent bouleversé des traductions des œuvres de Schweitzer en français. Et dans une troisième partie, voilà, je vous montrerai, j'analyserai quelques exemples de mots, de concepts difficiles à traduire, ce que certains appellent des intraduisibles, mais qu'il faut pourtant bien traduire. Et nous verrons là quelques exemples. Dans l'exemple que tout le monde connaît et que je développerai, c'est Ehrfurcht vor dem Leben, donc qui est traduit, tout le monde le dit tout de suite, faiblement par respect de la vie. Voilà. Mais c'est au fond la traduction que Schweitzer lui-même a admise et finalement autorisée, parce qu'elle est mauvaise, mais il n'y en a pas de meilleure. Et puis en dernière partie, voilà quelques considérations sur la situation aujourd'hui et sur cet infinitif à traduire Schweitzer qui est un impératif. Qu'en est-il aujourd'hui des traductions, du chantier possible des traductions? Alors, l'histoire de ces traductions. Je viens de découvrir qu'on a réédité ou réimprimé Albin Michel à l'orée de la Forêt Vierge. À l'orée de la Forêt Vierge a été publié d'abord en allemand et puis tout de suite après en suédois, parce que c'était une idée de la baronne Greta Lagerfeld, etc., en Suède, où, vous savez, ça fait partie de sa biographie, et c'est un moment qu'il faut connaître, que Schweitzer, en 1920, a été appelé à donner une tournée de conférences et de concerts en Suède. C'est une invitation de l'archevêque Soderblom, qui aura par la suite le prix Nobel de la paix, et qui était l'archevêque d'Uppsala. Et donc cette série, cette tournée de conférences et de concerts a été extrêmement importante dans la vie de Schweitzer, parce qu'elle a été un succès et qu'elle lui a permis de songer à retourner à Lambaréné et à reprendre la construction et puis le fonctionnement de l'hôpital qu'il avait créé avec Hélène Breslau sur le terrain de la Société des Missions de Paris à Lambaréné, qu'il avait créé en avril 1913.
je suppose que vous connaissez quelques moments, clés, importants de la vie de Schweitzer. Et c'est donc cette baronne Greta Ladefeld qui, après avoir suivi un peu la tournée de Schweitzer et écouté une série de ses conférences, elle lui a dit, écoutez, il faut publier un récit de vos expériences et de vos réflexions sur l'Embarriné. Donc c'est elle qui lui a donné l'impulsion d'écrire voilà, ce qui deviendra donc en français à l'orée de la forêt vierge. Et le titre premier en allemand, c'est Zwischen Wasser und Urwald. Intéressant de mesurer l'écart entre le titre original, Zwischen Wasser und Urwald, entre eau, pluriel, et forêt. Forêt primitive, disait-on aujourd'hui, ou forêt primaire, forêt vierge, disait-on en ce temps-là. Forêt vierge, ça ne passe plus aujourd'hui parce que cette forêt n'a jamais été vierge. Elle a été vierge pour les Européens là, qui débarquaient et qui allaient explorer et puis coloniser le pays. Mais enfin, cette forêt était peuplée de ceux qu'on appelait à l'époque, mais le terme n'est pas tellement inapproprié, des indigènes. Enfin, bon, il n'y a pas de forêt, mais passons sur le qualificatif de vierge, forêt vierge. Ce qui peut surprendre, c'est ce titre, à l'orée de la forêt vierge. C'est de la littérature. C'est du beau langage. On ne dirait plus aujourd'hui à l'orée. C'est précieux, c'est littéraire. Enfin, ça a pu contribuer en France au succès de l'ouvrage. Donc l'ouvrage a été publié simultanément en allemand et puis dans une traduction en suédois. Une traduction en français a suivi, je crois, en 1923. Et le livre a été édité par la librairie Heitz à Strasbourg. Une librairie qui est connue des amateurs d'alsatique, etc. Enfin, pour dire que c'était tout à fait provincial, que l'édition, que la première édition en français de ce livre, qui sera repris tardivement et pourra être alors un best-seller par Albin Michel. Alors, d'où vient la traduction en français? Qui a traduit Zwischen Wasser und Urwald? Alors, le nom du traducteur ne figure nulle part, sur aucune édition. Et dans les biographies de Schweitzer, au fond, on ne trouve rien sur ces traducteurs ou ce traducteur en particulier. Alors, qui a traduit? Eh bien, c'était, j'emploie un mot familier, c'était le papa. C'était Louis Schweitzer, donc le père de l'Albert Schweitzer, évidemment, le pasteur de Bunsbach. Et nous avons appris dans son journal de guerre. Louis Schweitzer a écrit de 1914 à 1919 un journal de guerre. Donc de son point de vue, la vallée de Münster, Bunsbach, la vallée de Münster. C'est un document
historique d'un très grand intérêt, qui a été publié, je crois il n'y a même pas 10 ans, par la Société d'histoire de la ville et de la vallée de Münster, sous la direction d'un historien dont vous avez probablement entendu parler, Gérard Lézère. Et dans la correspondance, dans les lettres, je vais retrouver ce que je cherche. Pardonnez-moi, attendez. Ce journal de guerre commence par une longue lettre qui est adressée par Louis Schweitzer à son fils et à sa belle-fille Hélène. Donc ils sont à Lambaréné et pendant longtemps ce sont les seules nouvelles qu'ils recevront d'Europe et de la guerre. Et dans cette lettre, Schweitzer dit à son fils que son troisième rapport sur l'hôpital de Lambaréné, il était en train de le traduire. C'est là que nous apprenons que c'est lui qui traduisait les Berichte sur l'hôpital de Lambaréné. Et ça, c'était le troisième rapport. Et les textes de ces rapports, vous les trouvez assemblés dans Zwischenwasser und Urwald, et puis dans la version française à l'orée de la Forêt-Vierge. C'était donc un peu une histoire de famille que les premières traductions. Et Louis Schweitzer ajoute que il a fait appel encore, pour que ça aille plus vite, à Madame Fanny Reinhardt. Madame Fanny Reinhardt était une amie de Schweitzer, une dame qui était l'épouse d'un député, Theodor Reinhardt. Elle était mélomane et fortunée, et puis elle était très proche de Schweitzer à partir des années 1910, etc. Elle est décédée, elle était malade des os et elle est décédée en 1917. Bref, Louis Schweitzer dit: j'ai fait appel à Madame Reinhardt qui a accepté aussitôt de m'aider dans cette traduction, et je lui ai demandé d'éviter ou de veiller à corriger les fautes de français coutumières aux Alsaciens. Donc, il pensait que il y avait des alsacianismes, des tournures qui n'étaient pas excellentes en français, et il a donc demandé à cette noble dame, Fanny Reinhardt, de corriger ses défauts dans son français, mais il écrivait remarquablement bien le français. Louis Schweitzer, le père,
et à lire son journal qui en partie est écrit justement en français et en partie en allemand, on se rend compte qu'il écrivait le français mieux que son fils, d'une manière plus aisée, plus souple, etc. Et ma foi, il est né en 1846 en Pfaffenhofen, etc., en Alsace, et donc il a fait sa scolarité en français. Et vous avez cette génération d'hommes et de femmes nés au milieu du XIXe siècle, qui ont une formation linguistique et littéraire en français solide, et puis qui vont passer à partir de 1871-72 à s'approprier la langue allemande. Et je dis toujours, cette génération-là, des intellectuels, des membres de la bourgeoisie, mais pas seulement, cette génération-là, du milieu du XIXe siècle, et qui a vécu jusqu'au XXe, Louis Schweitzer, le père, donc, est décédé en 1925, nous avons là une génération d'Alsaciens qui étaient remarquablement bilingues, et qui ont réalisé au fond un idéal de bilinguisme voilà, que nous voudrions bien aujourd'hui pouvoir réaliser. Mais là, c'est un peu par l'histoire. Voilà que cette formation bilingue et biculturelle a pu se faire. Donc, cette première traduction, voilà, elle est familiale. Et puis aussi, voilà, des amis qui sont bi. Alors, comme dit, il y a encore une dizaine d'années, personne ne savait qui avait traduit en français Zwischen Wasser und Urwald. Donc, c'est une révélation un peu par l'histoire, un peu par accident. Il fallait qu'on publie ce journal de guerre de Louis Schweitzer, et ce journal était voilà, dans un grenier, etc. Il a fallu que la Société d'histoire de Münster s'y intéresse, qu'on le dégrère, et puis voilà, qu'on en fasse une publication. Je prends un autre exemple, les souvenirs de mon enfance, en français, aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Ce sont ces souvenirs de son enfance qu'il a raconté en 1924, juste encore avant de partir pour la seconde fois à Lambaréné. Il a eu le temps de terminer son manuscrit, donc la rédaction de ses souvenirs, et c'est un livre remarquable. Sans doute c'est le livre le plus attachant, et qui est la meilleure introduction à la connaissance, disons, de l'homme et de l'œuvre de Schweitzer. Et là, il raconte ses années de formation à Gunsbach, d'abord avec les camarades de l'école primaire, ensuite surtout la formation à Mulhouse, quand il était entre 1885 et 1893 lycéen, vous savez, lycéen à Mulhouse. Donc, le grand intérêt de ces souvenirs, c'est qu'il raconte sa formation de la façon précise et avec un esprit de reconnaissance. Il exprime sa reconnaissance à ceux qui ont contribué à sa formation, à la formation
de sa personnalité, de son caractère, quand il était voilà, dans cet âge sensible, ensuite de l'adolescence. Et puis, voilà, ses professeurs du lycée, notamment l'un d'eux, qui l'a intéressé à la philosophie et à l'œuvre de Schopenhauer, etc. Donc, voilà, ces années de formation exprimée donc, avec une certaine piété, on pourrait dire, donc avec un sentiment de gratitude. Alors, qui a entrepris de traduire ces Hausmeyer Kindheit und Jugendzeit. Kindheit und Jugendzeit, on simplifie, souvenir de mon enfance. Alors, quel est le premier traducteur? Ah, ça aussi, on l'a su il n'y a pas longtemps. C'est assez renversant. Le premier traducteur de ce livre de souvenirs, c'est Charles Schweitzer. Charles Schweitzer, un oncle d'Albert Schweitzer. Charles Schweitzer, donc, était un frère de Louis Schweitzer, etc. Charles Schweitzer, ça peut éveiller votre intérêt, votre curiosité. Charles Schweitzer est entré dans la littérature grâce à son petit-fils Jean-Paul Sartre, qui a raconté lui aussi son enfance dans les mots. Alors, il faut comparer les souvenirs de Sartre dans les mots et les souvenirs de Schweitzer dans cet écrit « Souvenir de mon enfance ». Jean-Paul Sartre, vous savez, est-ce que vous le savez? Vous avez une idée? Donc, il a été orphelin de père très tôt, à 1 an ou 2. Donc, il a été élevé par sa maman, Anne-Marie Schweitzer, qui a épousé un Sartre. Anne-Marie Schweitzer, donc une cousine d'Albert Schweitzer. Et puis, elle a été recueillie, Anne-Marie Schweitzer, avec le petit Poulou, par Charles Schweitzer. Il y avait un appartement à Paris. Je veux dire que Anne-Marie Schweitzer était une femme, au fond, qui n'avait pas de qualification professionnelle ou d'indépendance. Elle dépendait donc matériellement de l'amour ou du sentiment de responsabilité de son père, Charles Schweitzer, que Jean-Paul l'appelle, où il disait qu'on l'appelait dans la famille Karl. Ça peut paraître bizarre, mais c'était sans doute pour souligner sa germanité. Oh, il avait épousé une femme de je ne sais plus quelle région de France, mais enfin, voilà, et il était professeur d'allemand à Paris. Il a aussi créé une méthode d'apprentissage de l'allemand. Enfin, il a joué un certain rôle intellectuel, et puis il a évidemment eu une grande influence sur son petit-fils, qui n'avait pas de père, mais qui avait, voilà. Alors, pas pour modèle, parce qu'il le prendra comme contre-modèle, ce Charles Schweitzer, donc, qui était son grand-père. Et voilà, et là, quand on connaît les mots et leur ton, et quand on connaît les souvenirs de mon enfance de Schweitzer, et quand on sait que ces souvenirs de mon enfance, Hausmeyer Kindheit, ça a été traduit par Charles Schweitzer, c'est quand même assez
sensationnel. Alors la traduction de Charles Schweitzer n'a pas été prise telle qu'elle, elle a été amendée par un professeur, Jean-Louis Pernoud, qui était professeur à la Chaux-de-Fonds, etc. Voilà, enfin le premier traducteur, c'était l'oncle. Donc ça se passait encore, vous voyez, en famille. Et naturellement, le nom du traducteur, du premier traducteur Charles et le nom du deuxième traducteur Jean-Louis Pernoud n'apparaît nulle part. Voilà, il n'est pas sur une page de garde, etc. Voilà, traduit par. Non. Les traducteurs, là, les premières œuvres de Schweitzer, traduction des traducteurs pour le français, sont anonymes. Il y a encore un autre texte, je passe rapidement, c'est Das Christentum und die Weltreligionen. Le christianisme et die Weltreligionen, les religions mondiales. Ce sont des conférences que Schweitzer a données à Édimbourg, en Écosse, devant une assemblée de missionnaires, surtout des missionnaires qui venaient d'Asie, etc., ou d'autres régions. Et c'est un texte voilà, qui a été édité, qui a été traduit en français. Et le premier traducteur de ce texte sur le christianisme et les religions mondiales, eh ben, c'est Charles Schweitzer. Traduction aussi qui a été reprise et amendée, mais quand même, il a été le premier, celui qui a donné une esquisse de traduction. Prenons maintenant un exemple voilà, assez compliqué, qui est la traduction de son autobiographie Aus meinem Leben und Denken, qu'il a écrit et publié en 1931. Bon, c'est un peu compliqué, c'est une commande d'un éditeur, Felix Meiner de Leipzig. C'était d'abord die Philosophie der Gegenwart, Selbstdarstellungen, la philosophie contemporaine, donc présentée par les auteurs eux-mêmes. Et c'est dans cette collection philosophique que Schweitzer a raconté voilà, des aspects de son existence. Ensuite, ce livre, voilà, parmi d'autres œuvres de philosophes, ce livre a eu un certain succès, c'est Schweitzer déjà qui devenait célèbre, et l'éditeur Felix Meiner lui a demandé voilà, d'étoffer, etc., et de raconter d'une manière plus concrète, plus explicite sa vie d'aventure, de musicien, de médecin, etc. Et donc, il a eu assez de liberté à l'hôpital même pour écrire cette autobiographie en allemand, donc Aus meinem Leben und Denken. Ça sonne bien, Aus meinem Leben und Denken. Traduction en français, ma vie et ma pensée. C'est lourd, je trouve. Ma vie et ma pensée. Mais comment traduire autrement? Ça, c'est le génie en allemand, hein, ce Aus meinem Leben. Alors,
pensée, ça peut-être une formule un peu ancienne, française du XVIIe ou du XVIIIe siècle, de ma vie et de ma pensée. C'est un peu forcé, hein, c'est artificiel. Donc on conserve ce titre, c'est une mauvaise traduction, mais il n'y en a pas de meilleur, de nouveau. Hein. Ma vie et ma pensée. Il y a eu une réédition en 2017, pardon. Et voilà, je vais proposer ma vie et mes pensées, au moins. Ma vie et mes pensées. Voilà, on a voulu conserver le titre original. Alors ce texte a été traduit assez rapidement dans plusieurs langues, notamment en anglais, Out by Life and Thought, et puis en danois, en hollandais, etc. Mais la traduction française se faisait attendre. Et Schweitzer y tenait. Il était, depuis 1919, voilà, citoyen français, voilà, il était entièrement, depuis 1932, il ne mettait plus les pieds en Allemagne, dans l'Allemagne nazie. Non. Alors, donc il comptait rédiger son autobiographie en 1939. Il voulait passer un an en Europe, au fond, à Gunsbach, et travailler à la traduction de son autobiographie Aus meinem Leben und Denken. Mais il voit quand il débarque en 1939 à Bordeaux, bon, il a vu les navires de guerre là dans différents ports d'Afrique. Il sent, et il n'est pas le seul, il sent que une nouvelle guerre est imminente. Et il décide de repartir par le prochain bateau, avec plein de marchandises, de matériel médical, etc., pour pouvoir tenir son hôpital. Parce qu'il craint que l'hôpital manquera de tout, hein, pour les malades, et manquera aussi de tout pour le ravitaillement, etc. Bref, il est de retour à Lambaréné, il fait juste un aller-retour, il est de retour à Lambaréné en février 1939, et ce projet de traduire Aus meinem Leben und Denken reste en suspens pendant les années. Et Schweitzer veut reprendre ça dans les années 50. Et comme il n'a pas le temps de s'y mettre lui-même, etc., il cherche un traducteur. Et bon, là, il a un éditeur important, Albin Michel. Donc Albin Michel qui a publié en 1952 une belle édition de À l'orée de la forêt vierge, qui a fait sortir ce livre, voilà, des petites impressions strasbourgeoises ou provinciales. Donc, et ce livre a été un best-seller. Et donc, voilà, pour Albin Michel. Et donc, Albin Michel a accepté dans ce projet d'une traduction en français. Alors, on a cherché un traducteur, un professionnel. Robert Mander, qui était un ami proche de Schweitzer, un germaniste éminent, Sorbonne, puis Collège de France, non, n'a pas voulu s'y attaquer. Alors un contrat a été établi avec la maison Albin Michel et une traductrice a été trouvée, Madame Madeleine France, c'est son nom, France.
qui venait de traduire des textes de Spinoza et de réaliser un volume de la Pléiade, des œuvres complètes de Spinoza. Donc elle va maintenant traduire Schweitzer. Et on peut dire, et je l'ai dit un peu en plaisantant, quand on passe de Spinoza à Schweitzer, on reste sur les hauteurs. Donc elle paraissait être la personne compétente et elle a rapidement, en quelques mois, elle a réalisé cette traduction. Bon, il y avait un tarif, 400 francs la page. Une page, un format commercial, 33 lignes. Alors 400 francs, je ne sais pas exactement ce que ça représentait, mais je crois que c'était une somme voilà, assez importante pour ce travail. Donc c'est la première fois qu'une œuvre de Schweitzer fait l'objet d'une traduction, disons professionnelle, et voilà, qu'il faut financer, enfin que l'éditeur finançait. Mais Schweitzer, avec son ami Robert Mander, bon, je coupe, parce que je pourrais parler longuement de cet homme remarquable, alors Schweitzer veut maintenant réviser le texte fourni par Madeleine France, par la traductrice. Il veut un peu contrôler la traduction et puis il va opérer des coupes. Et ce qui peut ne pas intéresser, pense-t-il, le lecteur français, et puis ce qui est trop allemand, qui parle avec des termes positifs de l'université allemande, de Berlin, etc., ça pourrait ne pas faire bonne impression. On va voir en lui un germanophile, et puis qui n'est pas assez francophile. Et il craint cela. Et c'est une crainte, c'est la crainte d'un Alsacien, de son temps. Et puis peut-être aussi des temps après. Il y a là un complexe alsacien, la peur de déplaire en France, au public français, la peur, la crainte de ne pas paraître assez français et de prêter le flanc à des critiques qui sont malveillantes, germanophilie, etc. Voilà. Et si Schweitzer, parce qu'on n'a pas l'habitude de tels scrupules ou de telles craintes de sa part. J'ai réfléchi, et Mathieu Arnold, dans sa biographie, également soulève cette question. Peut-être que Schweitzer a été aussi traumatisé par son arrestation en 1917 et son internement dans 2 camps en France, jusqu'en 1918. Alors qu'il était voilà, dans une colonie française, et il était volontairement au Gabon, etc. Mais voilà, c'était une injustice, évidemment une bêtise et une humiliation pour lui. Et voilà, il avait son épouse, Hélène Breslau, née allemande, etc. Bref, il était suspect. Et on a fini par l'expulser du Gabon et par l'interner à Garaison dans les Pyrénées et à Saint-Rémy en Provence. C'était je le vois comme ça, c'était un traumatisme. Et peut-être ce traumatisme s'est encore fait sentir là dans les années 1950, quand il a révisé la traduction de son autobiographie et qu'il l'a un peu arrangé, un peu polissé. Pour dire
ne figure pas sur le volume. Et on ne le connaissait pas jusqu'à la recherche dans les archives en 2017. Et effacement du traducteur. Traducteur, bon, c'était la famille, bon, voilà, bon. Et alors même là, quand c'était une professionnelle, elle disparaît. C'est pas juste. Disons de notre point de vue, maintenant à l'époque également, le travail, je crois, des traducteurs n'était pas vraiment reconnu comme un travail créateur. Encore d'autres textes importants encore de Schweitzer, comme ses discours de 1958, Friede oder Atomkrieg, et puis le discours qu'il a prononcé pour la réception du prix Nobel de la paix en 1954, le problème de la paix aujourd'hui. Ces textes ont été traduits par les trois discours par André Canivès, professeur de philosophie à Strasbourg, qui a été mon professeur dans les années 60. Et pour ce qui est du texte du discours du prix Nobel, le traducteur était Gustav Voigt. Gustav Voigt, strasbourgeois, professeur d'allemand au lycée Fustel, un neveu de Schweitzer, né en 1902 à Oberhausberg. Alors, le nom de ces traducteurs, André Canivès, Gustav Voigt, sont effacés, donc n'apparaissent nulle part. Voilà donc pour quelques aspects de ce travail dans l'ombre, de ce travail silencieux des traducteurs ou des premiers traducteurs de Schweitzer. Maintenant, les temps ont changé et ma foi, vous avez vu ce livre-là qui vient de sortir, les propos sur le Nouveau Testament. Alors là, à ma grande surprise, le nom du traducteur est sur la couverture. Ce qui n'est pas une habitude. Voilà. Donc, vous voyez un peu le changement aussi, le changement de mentalité. Maintenant les traductions. Pardon, j'ai oublié la traductrice de l'œuvre philosophique. Kultur, Philosophie, Kultur und Ethik. L'œuvre philosophique en 2 tomes de 1923. C'est vraiment toute la substance philosophique et éthique de la pensée de Schweitzer est dans cet ouvrage qui a été publié à Munich chez C.A. Cet ouvrage a été traduit par Madame Madeleine Horst. Ce nom nous dit peut-être quelque chose. C'est une dame qui a joué un rôle dans la culture, dans la littérature alsacienne. Elle a d'abord été la traductrice du Narrenschiff, la nef des fous. Elle a réalisé une belle édition qui est apparue à la nuée bleue. Une belle édition, voilà, une traduction assez libre, souple, soignée. Elle a traduit
elle est la première à traduire des sermons de Schweitzer. Donc elle a traduit ces sermons qu'on a rassemblés sous le titre Sermons de Strasbourg. 17 sermons de Strasbourg qui ont été publiés en 1970 par Alma Michel. Donc la traductrice, je crois que là c'est mentionné, il y a une introduction, etc., qui montre son mérite. Donc, la traduction de ces sermons. Et puis, d'autres sermons. J'ai moi-même traduit donc, des sermons et publié 2 recueils. Agir, qui fait écho à vivre, parce que ces 17 sermons strasbourgeois ont paru en français sous le titre Vivre. Alors, Agir, j'ai traduit une vingtaine de sermons sur les problèmes, disons, la critique que Schweitzer a faite très tôt de la colonisation, de la situation coloniale. Et puis, la nécessité d'une action humanitaire. Donc là, il y a vraiment une vingtaine de sermons qui sont très caractéristiques et qui, nous paraissent aussi très courageux pour l'époque. Et puis un troisième tome, c'est L'Esprit et le Royaume. Mais, vous savez, il a écrit des centaines de sermons. Je crois qu'on a recueilli, donc vraiment écrit, rédigé soigneusement, presque entièrement tous, dans les 330 sermons. Et donc là, peut-être qu'une centaine de sermons a fait l'objet d'une traduction. Donc il y a encore du travail. Et ceux qui connaissent ces sermons, et qui les lisent d'abord en allemand, etc., reconnaissent tous leur valeur et leur exceptionnelle qualité. Je veux dire même qualité philosophique et littéraire. Voilà donc pour l'histoire qui n'est pas terminée, des traductions des écrits d'Albert Schweitzer. Alors, passons à la deuxième partie, c'est la traduction de certains concepts, des intraduisibles. Alors, le premier intraduisible, c'est Ehrfurcht vor dem Leben. Alors tout le monde, personne n'a été satisfait de la traduction par respect de la vie. Théodore Monod, pour le situer, l'hippopotame et le philosophe, c'est lui qui a écrit le premier livre, enfin c'était une série d'émissions radiophoniques en 1941 sur Radio Dakar. C'est lui qui a mis un peu en évidence cette éthique du respect de la vie, Ehrfurcht vor dem Leben. La traduction par respect de la vie ne lui convenait pas. Il disait non, il faudrait plutôt dire vénération. Vénération, c'est pas ça. Non plus. Ou j'ai relevé que quelqu'un qui ne vous est peut-être pas inconnu pour certains, le pasteur Theo Trautmann. Il a été pasteur à Oberhaus-Bergen et il était surtout un militant écologiste.
pasteur botaniste, militant, c'est ainsi qu'on le qualifiait. Et Theo Trockmann a fait sienne cette éthique de l'Ehrfurcht vor dem Leben, du respect de la vie, et il a essayé de l'appliquer concrètement, dans des situations, dans des actions de conservation des sites, de conservation, de protection concrète de la nature. Lui, il a proposé crainte honorante. Ehrfurcht. Il ne faut pas oublier Furcht, crainte, et même plus fort, effroi. Effroi devant le phénomène de la vie que nous ne comprenons pas, que nous ne mesurons pas. Il y a de l'effroi, et puis de l'émerveillement, et de l'étonnement. Et au fond, le sentiment profond, et qui va, au fond, mettre en mouvement sa pensée philosophique, c'est au fond cet étonnement, cette stupéfaction devant le prodigieux phénomène, l'énigmatique phénomène de la vie dans sa multiplicité, dans sa diversité. C'est ça, je crois, que veut dire Ehrfurcht vor dem Leben. Donc un mélange d'effroi, de crainte, et puis l'émerveillement, la vénération, si vous voulez, reverence of life, disent les Anglais. La crainte révérentielle. Ouh là, bravo, oui, la crainte révérentielle, je crois que ça. On le trouve dans la catéchisme de Luther. Oui. Alors, la crainte révérentielle ou la crainte honorante, oui, ce sont des traductions plus justes, plus proches. Si je me permets, mais qui sont difficiles, comment dire, à faire circuler, à transporter. Très respectueuse. Ou une crainte très respectueuse, quelque chose qui oui, alors on a le mot respect, oui, il y a c'est un sentiment complexe, et il faut évidemment le considérer comme, et le laisser, le comprendre comme tel. Alors, il est intéressant de le connaître, au fond, dans les deux langues. De connaître l'expression originale et de voir ce qu'elle a de complexe et, au fond, d'intraduisible, mais au fond, il faut quand même traduire. Et il faut qu'on passe d'un... Disons, c'est un sentiment qu'il y a quelque chose de religieux et faux. Et lorsqu'on traduit et qu'on maintient le terme respect de la vie, on passe, disons, d'une expression et d'un sentiment religieux ou métaphysique à un commandement moral facile à comprendre, respect de la vie. Donc, comment Schweitzer passe-t-il de ce cri, au fond, c'est un cri étonnement, stupéfaction. Comment passe-t-il de ce cri à un discours de philosophie morale qui se veut de reconstruction de la civilisation? Comment se fait le passage d'une expérience au fond religieuse et fort cote devant le sacré? Comment se fait le passage d'une expérience religieuse poétique qui dévoile un bout du phénomène de la vie à un principe éthique qui commande de respecter
la vie autant qu'il est possible et de la préserver, de la secourir, de la favoriser, de l'aimer. Donc le passage se fait dans la langue, dans le verbe, dans le dénivelé de l'allemand au français. Le dénivelé de l'allemand au français. L'allemand, un sentiment, l'expression d'un sentiment religieux, je dirais métaphysique, et en français, vous avez un sentiment et puis au fond un commandement moral. Donc il faut les deux. Et les deux, on les saisit lorsqu'on connaît l'expression originale et sa traduction en français. Schweitzer lui-même, on lui a demandé, mais... 15 minutes encore à peu près. Ah, 15 minutes encore à peu près, c'est possible? oui, oui, oui. Ouais. Oui, 10 minutes. Ok, parfait. Ouais. Donc, Schweitzer ne savait pas lui-même d'où lui venait cette expression Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor dem Leben. Et on l'a interrogé là-dessus. Et il prétendait que lorsque ce sentiment et cette expression l'a traversé en voyant un troupeau d'hippopotames voilà, sur le fleuve Ogooué, il n'avait jamais entendu cette expression. Elle était entièrement nouvelle pour lui. Ehrfurcht vor dem Leben. Bon. Dans Goethe, on trouve une réflexion sur Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, was unter uns ist, was uns gleich ist. C'est assez, ça fait penser. Wilhelm Meisters, Lehrjahre. Mais cette expression Ehrfurcht, elle se trouve employée une fois, à ma connaissance, par Kant. Et je me dis que Schweitzer n'a pas pu ne pas relever cette expression, mais il ne la cite jamais. Lui qui a écrit toute une thèse sur la philosophie de la religion chez Kant. Dans la conclusion de la critique de la raison pratique, voici ce que Kant écrit. Une conclusion. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Deux choses remplissent l'âme ou le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. C'est la traduction standard dans les œuvres de Kant. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération. Donc pour Ehrfurcht, c'est le mot vénération qui a été choisi donc par les traducteurs. Donc à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. On a cherché un point de jonction entre la morale de Kant, la morale du commandement de l'impératif moral et la morale, l'éthique de Schweitzer. Et je crois qu'on y a réfléchi aussi lors de la première séance ici
consacré à Schweitzer, et donc la première séance portait sur justement la thèse de Schweitzer, la philosophie de la religion de Schweitzer. Et on a toujours cherché un lien, des rapprochements entre l'éthique, la morale kantienne et la morale schweizerienne. Je crois qu'elle est là. Il y a là comme un pivot, si vous voulez. Et quand je relis cette phrase, je me dis que à partir de là, eh ben, vous pouvez développer toute une autre éthique, et cette autre éthique, c'est, au fond, c'est celle de Schweitzer, de Ehrfurcht. De Ehrfurcht, voilà. On a cherché ce lien. Je crois que ce lien, il est là. Il est là dans ce passage de la critique de la raison pratique. Voilà, alors je vais évidemment raccourcir, donc pour vous montrer la complexité et puis aussi l'intérêt là d'une notion comme celle de Ehrfurcht, et qui ne finit pas de faire penser, pas de faire réfléchir. Alors, juste, je cite juste quelques exemples, pas de termes, de l'éthique, de la philosophie de Schweitzer, et voilà, qui sont difficiles mais passionnants de traduire. Il y a aussi le mot Kultur. Alors là, il n'y a pas d'hésitation, c'est civilisation, c'est pas culture. La philosophie de Schweitzer, Kultur philosophie. C'est philosophie de la civilisation et pas de la culture. Il faut le comprendre comme tel, comme de la civilisation. Alors, il y a donc la culture, la civilisation, et il avait l'idée d'un Kulturstaat. Et ce mot est très rare. Il apparaît dans Fichte, mais il n'est pas vraiment développé, etc. Kulturstaat, c'était une idée. Il voulait consacrer un 4e tome de sa Kulturphilosophie à cette notion au fond, politique de Kulturstaat. Alors, pour terminer, comment peut-on traduire cette idée de Kulturstaat qui hantait l'esprit de Schweitzer et qui pour lui s'opposait au Nationalstaat, à l'État-nation. Et pour Kulturstaat, donc il y a une centaine de pages là-dessus, dans ce qu'il a laissé à l'état de manuscrit, ses écrits de 1915 à 1917. Je propose, pour traduction, État, trait d'union, civilisation. Vous avez État, nation, trait d'union, nation. Eh bien, il oppose à cette conception celle d'un État qui serait porteur et vecteur de la civilisation. Et cette pensée, il a esquissé dans quelques pages, également dans Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben, mais il ne l'a pas vraiment développé, et peut-être que ça présentait une difficulté, que ça n'allait pas, au fond, avec sa pensée profonde et son action, puisque lui, ce qui portait l'éthique, ce sont les individus, ce sont les associations, comme cette association
pour l'Ambaréné, comme les organisations non gouvernementales, ce sont de telles organisations non gouvernementales qui peuvent être porteuses de l'éthique. Voilà. Alors, Kulturstaat, l'État, civilisation, c'est très loin. C'est à l'horizon. Voilà. Voilà quelques aspects. Donc, je vous dirais en conclusion que quand j'ai traduit Schweitzer un peu en franc-tireur, et pas pour un éditeur, pas pour une académie, voilà. Et j'ai beaucoup traduit pour les cahiers Albert Schweitzer, pour les études schweizeriennes, et puis j'ai pu rassembler quelques traductions de sermons notamment, et trouver un éditeur. Alors, traduire Albert Schweitzer, le titre, voilà, c'est un infinitif et au fond c'est un impératif. Traduire Schweitzer aujourd'hui. Là, il n'y a pas beaucoup de traducteurs, il n'y a pas beaucoup de germanistes qui seraient motivés ou intéressés pour traduire la pensée de ce philosophe, de ce théologien, et au fond de cet auteur polyvalent. Alors que faudrait-il pour éveiller les vocations de traducteurs? Il faudrait qu'il y ait un intérêt pour l'œuvre de Schweitzer et qu'on sache que grande est sa valeur et qu'il faut la traduire Schweitzer. Il faut des éditeurs, ou il faudrait de l'université, que l'université organise, incite les traductions. Parce que le chantier est immense. Vous n'avez pas idée des milliers de pages qui ne sont pas traduites en français. Et c'est stupéfiant de voir tout ce que Schweitzer a pu écrire continuellement. Il écrivait tous les jours et voilà. Donc c'est une œuvre immense en théologie, en philosophie et également dans ses combats, notamment dans ses combats pour la paix, dans sa correspondance qui est incommensurable. Donc, traduire Schweitzer, moi je l'ai fait à mon échelle, dans des circonstances qui m'ont favorisé un certain temps, mais voilà, il faudrait qu'il y ait une organisation de ce travail de traduction, des institutions. Voilà. Il faudrait un esprit aussi qui connaisse la valeur de cette œuvre. Et voilà, traduire Schweitzer, nous verrons. Je vous dis qu'il y a, sans exagération, des milliers de pages qui attendent d'être traduites. En philosophie, vous savez, il a laissé 1 millier de pages, justement. Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben. C'est dans la collection des œuvres posthumes, Werke aus dem Nachlass. Ce sont 2 tomes de 500 pages chacun. Oui, parfois ils se répètent, etc. Mais ça demande à être traduit, au moins partiellement. On peut faire des montages, etc., à partir de différents textes qu'il a rédigés. En théologie, oh mon Dieu, en théologie. Geschichte der Leben Jesu Forschung, que l'on reconnaît comme une œuvre magistrale
deux éditions, 1903-1906. Et l'université, disons, la faculté de théologie de Strasbourg, et d'ailleurs, ces facultés n'ont pas trouvé l'énergie et le ressort pour traduire, bon, c'est 500 ou 600 pages. Reich Gottes und Christentum, son dernier travail de réflexion théologique. Inédit, inconnu. Donc, voilà. Ce qui a été réalisé, c'est très peu de choses, et ce qui est encore à réaliser est immense. Voilà. J'ai le micro que je vais faire circuler dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester. Oui. Vous avez parlé de l'esprit, vous avez parlé, puisque votre thème c'est les traducteurs, donc c'est le défaut des traducteurs d'aujourd'hui, le manque de traducteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup moins de lecteurs au Schweitzer qu'il y a 30, 40, 60 ans? Moi j'ai une grande mamie dans la famille, j'ai eu des moments très forts d'elle. Elle venait d'Amboise, elle habitait à côté du Clos-du-Cé, c'était des parfaites petites françaises. Elle est venue avec sa sœur en Alsace, elle est devenue alsacienne, elle est devenue protestante, alors qu'elle était catholique. Il y a un intérêt pour les éditeurs, il faut que ce soit rentable pour les éditeurs. Et je crois que la grande histoire est là. Et quelqu'un qui est passé ici par le Stift, qui est vraiment de bonne notoriété, qui a un esprit de même pas 40 ans, il m'a encore dit il y a quelques jours, il m'a volé la pensée. Schweitzer vivrait aujourd'hui, il serait occulté. Occulté. Il serait noyé dans tous les problèmes. Il est toujours occulté. Oui, vous avez raison, les lecteurs. Mais là, c'est toute la culture ou la civilisation des deux qui sont dans une crise. J'ai beaucoup aimé cette traduction culture et civilisation. C'était très bien. Oui. Est-ce que cette hésitation à faire apparaître un traducteur ne traduit pas un souhait, une volonté de la part de Schweitzer de ne pas faire apparaître qu'il écrivait en allemand et qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français pour lui-même traduire ses œuvres en français en faisant disparaître le traducteur? Ces traductions apparaissent comme émanant de Schweitzer lui-même. C'est exactement ça. Donc il a fait comme s'il était lui-même l'auteur, ou il n'avait pas indiqué. L'auteur c'était lui, Albert Schweitzer, à l'orée de la Forêt-Vierge. Souvenir de mon enfance, voilà. Est-ce que ce n'est pas lui qui l'a dit? Il est français. Donc il écrivait en français. Et donc il n'avait pas indiqué un traducteur. Il paraissait naturel, un peu confusément, mais quand même que, au fond, c'est lui. Donc on ne se posait pas la question. Mais d'où vient ce texte en français? Donc c'est lui qui l'a écrit. Les trois discours, évidemment, ils sont historiques. Paix ou guerre atomique. Paix ou guerre atomique, grande édition chez Albin Michel, tout de suite après qu'ils aient été prononcés. Et alors, on sait, il les a dit en français.
Il les a fait en français, ces discours? Non. Non. Là, les discours ont été traduits par Gustav Voigt. Et son discours du prix Nobel, hein, qu'on a imprimé, bon, c'est lui. Non, il a composé le discours en allemand et il a demandé, en l'occurrence à Gustav Voigt aussi, une traduction. Si vous prenez l'édition de 1952 de À l'orée de la forêt vierge, vous avez une préface de 5-6 pages qui sont fort intéressantes où il fait le point sur voilà, la colonisation, où est-ce que ça en est, quel peut être l'avenir de l'aide humanitaire, voilà, qu'en est-il aujourd'hui. Alors, ce texte, il l'a écrit en allemand et c'est encore Gustav Voigt qui a fourni une traduction en français. Mais il faut le savoir, enfin, il faut le savoir. Le fond n'est pas capital, peut-être de le savoir. Adopter cette traduction qu'il a faite sienne, et donc c'est lui. Oui, il se l'est approprié. Parce que... Et au fond, dans son esprit, il n'y avait pas là une question d'éthique. Hein. C'est pas juste. Il ne pensait pas que ce n'est pas juste que le nom du traducteur n'apparaisse pas. Encore une fois, c'est une partie des traductions importantes de son vivant ont été faites, exécutées par des membres de la famille. Le neveu Gustav Voigt, son père, Louis Schweitzer, une amie, Fanny Reinhardt, ou son oncle. Qui aurait pensé que son oncle, son terrible oncle, tel qu'il apparaît, Charles Schweitzer, tel qu'il apparaît dans les mots, eh bien qu'il a pris le soin de traduire aus meiner Kindheit und Jugendzeit de son neveu. Peut-être un autre aspect, c'est que ce sont tous des Alsaciens qui ont traduit en français et qui peut-être ont adopté une traduction, un style, une forme, des tournures qui sont proches de ce que Schweitzer lui-même ressentait comme étant le français. Alors que si l'on avait demandé à quelqu'un qui est très éloigné de cette, disons, de ce contexte culturel, il l'aurait traduit autrement, avec d'autres termes, d'autres tournures. On pourrait faire d'ailleurs un exercice, on pourrait reprendre des textes de Schweitzer et les faire traduire par l'intelligence artificielle pour voir si cette traduction ne serait pas plus française, plus élégante, plus tournée que celle que ces Alsaciens ont fait. Alors, il y a une question devant. Sur l'aporie culture, civilisation, il y a de très belles pages dans le livre de Thomas Mann, Beobachtung und Politischen. Tout à fait au début, quand il commence à parler politique, il Abgrenzung, culture, civilisation, principalement, c'est particulier, l'autre c'est français, sa prétention à l'universalité. Oui, il y a un rapprochement, des rapprochements à faire sur bon, le sens, donc le sens de culture en français. Schweitzer lui-même s'est penché sur la question. Il a donné une définition, je ne sais pas si vous l'avez retrouvée,
de la culture, c'est-à-dire de la civilisation. Il définissait la philosophie comme soin, pflege. Et c'est intéressant parce que ça a des résonances aujourd'hui. Care, hein, il y a toute une philosophie, une éthique du care à laquelle voilà, on se réfère. Et Schweitzer disait Kultur bedeutet Pflege des geistigen Lebens des Einzelnen und der Gesamtheit und Schaffung äußerer Verhältnisse, die dem so entwickelten Stande desselben entsprechen. Weil der Ausdruck das Wesen der Sache wiedergibt, ist er in den Sprache, in denen er in Geltung ist, dem synonymen Worte Zivilisation überlegen und vorzuziehen. Donc le mot culture, de son point de vue, était à préférer à civilisation. Donc civilisation veut dire soin, c'est une définition que je trouve intéressante. Civilisation veut dire soin de la vie spirituelle, tant des individus que des ensembles sociaux. La civilisation implique donc la création de conditions objectives qui la soutiennent et en favorisent le développement. En allemand, on préférera le mot Kultur au mot synonyme civilisation, bien que dans certains usages, il ait pris un sens plus ou moins péjoratif, etc. Oui, voilà, c'était une problématique, hein, culture, civilisation. Ça le reste. Et ça. Alors, je propose que la conférence en elle-même s'arrête là. Les discussions peuvent continuer après de manière informelle. N'oubliez pas de se tendre à la librairie au Berlin pour notamment acheter le nouvel ouvrage, nouvellement traduit par Jean-Paul Sorgue, Propos sur le Nouveau Testament, aux éditions Libre-Temps. Merci d'avoir été là. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine conférence avec Thomas Witt, qui viendra nous parler d'un des acteurs de l'ACO, un Arménien qui s'appelle Mercedes Kachaturian, dont il a écrit la biographie. Et la prochaine conférence du cycle Schweitzer aura lieu le 21 mai avec Christian Barbe, qui viendra justement nous parler des textes de Schweitzer sur Jésus. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci encore à Jean-Paul Sorgue.